l'Académie des technologies. Et donc le professeur Berry, il va tirer les principaux enseignements des tables rondes, de tout ce que vous avez pu entendre. Donc jusqu'ici, et bien sûr évoquer l'apport de l'imagerie dans la pratique médicale. Et puis bien sûr, nous allons parler de la place que l'intelligence artificielle occupera demain et après-demain. Et donc pour animer ces échanges, nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Étienne Gernel, directeur du Point. Merci. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup. On peut applaudir on peut applaudir, il faut, voilà, vraiment. Qui est ce qu'on appelle un ponte, hein, puisqu'il est professeur au Collège de France, à la chaire Algorithmes, machines et langage, c'était celle d'avant, mais ça voilà, ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, on parle quand même des machines. Et on va parler de quoi? La grande question, est-ce qu'il y aura encore un médecin dans la salle? J'imagine qu'il y en a un certain nombre ici, des médecins, donc ça doit les intéresser. Quelle est la place réelle que l'intelligence artificielle, les machines, les algorithmes et les données prennent aujourd'hui et vont prendre dans la médecine? Et vous me disiez tout à l'heure, en mangeant un morceau de fromage et un verre de vin, parce que c'est ça qu'on avait fait tout à l'heure quand même, qu'il fallait quand même garder un peu la tête sur les épaules, qu'on n'était pas encore au règne de la machine médecin. Alors, juste, est-ce qu'on peut afficher la présentation du professeur Berry, s'il vous plaît? Oui, d'abord, moi, j'interagis avec beaucoup de médecins, soit professionnellement, soit personnellement. Personnellement, parce que comme tout le monde, j'ai un certain nombre de petites maladies chroniques. Et professionnellement, parce que par exemple, j'ai organisé cette année au Collège de France un colloque sur imagerie médicale et apprentissage automatique. Donc, ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que l'informatique en médecine, ce sera une aide extrêmement précieuse. Ça apporte des concepts nouveaux aussi, mais ça ne va pas remplacer les médecins, parce que ce que les médecins soignent, ce n'est pas des cas, c'est des gens. Et ça, c'est absolument fondamental. Et un médecin a aussi un pifomètre humanitaire et comprend comment marchent les gens. Et par exemple, moi, je vois des médecins qui ne m'expliquent pas du tout que ma maladie peut être guérie, mais comment on va faire pour vivre très bien avec, ce qui est un problème qui n'est pas tout à fait soluble dans l'informatique. Alors, très souvent, je vais essayer de ne pas employer trop les mots numérique et intelligence artificielle, parce que je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Donc je vais en employer deux autres, qui sont informatiques, que je comprends bien, et apprentissage automatique, qui est la chose qui fonctionne en intelligence artificielle. Mais il y a des confusions qui se font, parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans cet apprentissage à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc, en fait, il y a beaucoup plus d'informatique que ce qu'on raconte d'habitude, parce que je dirais, les journaux et les gens ne parlent que d'une seule chose à la fois, il y en a beaucoup. Et c'est important de comprendre où elles sont. Alors, il y a d'abord On peut passer, s'il vous plaît? Il y a d'abord, voilà, la chose à comprendre, c'est que le monde du XXe siècle était formé d'un triangle où il y avait la matière, l'énergie et les ondes. Et la matière et l'énergie, c'est bien connu, on voit tout ce que c'est. Les ondes, c'était utilisé pour les rayons X, pour la musique aussi, et tas de choses. Et au XXIe siècle, on a introduit en plein milieu de nouveaux qui sont l'information et l'algorithme. C'est avec ça qu'on fait l'informatique. Algorithme avec un I. Hein. Je vais souvent invité par des médecins qui m'invitent en mettant un Y à algorithme. Alors non, il y a un I, ça vient de algorithmie, mais je réponds quand même que j'ai l'algorithme dans la peau, donc j'y vais. Voilà, donc ensuite, si on regarde de quoi c'est fait tout ça, eh bien, il va y avoir beaucoup de choses, si on peut passer. On va y avoir beaucoup de choses. La première chose, c'est l'imagerie. Donc, vous en avez vu là, de l'imagerie 2D, de l'imagerie 3D, de l'imagerie 4D, c'est-à-dire avec le temps en plus. Ça joue un rôle absolument central. C'est un des très grands progrès de la médecine actuelle. Ça va fournir des observations différentes. Mais en fait, c'est toute l'instrumentation qui est informatique. L'analyse du pouls, l'analyse de tas de choses, tous les appareils maintenant, même de biologie, sont informatisés parce que c'est plus précis et ça fatigue moins que les humains. La radiologie interventionnelle, on a parlé tout à l'heure avec Madame Gillard qui a bien montré. Alors on peut aller très loin, si vous allez un peu plus loin dans les transparents, vous allez voir si on peut avancer, encore. Voilà, ça c'est la photographie. Donc la photographie, vous voyez, elle est complètement révolutionnée. Si vous vous demandez, parce que c'est un problème relié, si vous vous demandez comment il est possible qu'un téléphone fasse de très bonnes photos avec un objectif minuscule, un capteur ridicule, donc c'est impossible physiquement, il va faire de très bonnes photos à cause des algorithmes. Et vous voyez, ici c'est une photo de cathédrale, on voit que c'est bizarre, la lumière n'est pas très bonne, c'est une photo argentique, la lumière n'est pas très bonne et les lignes droites sont tordues parce que c'est un grand angle. Et donc si on passe,
À la prochaine, en photo numérique, tout ça, c'est corrigé automatiquement par des algorithmes. Donc tous les défauts des appareils étaient corrigés, maintenant c'est complètement différent. On construit tous les appareils en fonction des algorithmes. Ce sont les algorithmes qui dominent la photographie, pas plus l'optique ni les capteurs qui sont quand même très importants. Alors ça, on va le voir, on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec un clic de plus, automatiquement, c'est la même photo mais qui a été transformée. Et en médecine, on utilise ça toujours. Donc ici, vous allez voir par exemple un scan 3D. Alors un scan 3D, c'est des centaines d'images qui sont assemblées informatiquement et en fausse couleur pour fabriquer un scan du corps entier. Et je connais un radiologue, par exemple, qui me disait, moi, le scan 3D, c'est très fatigant parce que j'ai des centaines d'images à regarder, comme celle de droite, là. Eh bien, oui, mais maintenant, c'est plus comme ça. On fait un scan 3D, ce qui donne à l'œil des possibilités supplémentaires. Et on peut colorier des choses et tout. Donc, ça permet de mieux voir. Ça ne rend pas intelligent, hein, ça permet de mieux voir. Si on continue, l'étape d'après, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est maintenant standard en photo. Vous voulez prendre une mouche en photo, eh bien, c'est pas possible parce que vous pouvez pas en même temps avoir la tête nette, comme dans la première image à gauche, ou alors la queue nette dans la dernière image à droite. Et qu'est-ce que fait un téléphone, ou même un appareil photo quelconque à l'heure actuelle? Il va prendre toute une série d'images qui va mélanger pour avoir la photo de droite qui est entièrement nette. Le mélange d'images est complètement central en médecine. Donc ici, on voit où on a sur un cerveau, on a différentes modalités d'imagerie. Avant, il fallait regarder toutes ces images indépendamment. Maintenant, on les fusionne et par exemple, on met en évidence une tumeur dans l'image en bas à droite, dont on peut calculer le volume automatiquement, ce qui était extraordinairement difficile pour un homme. Donc l'imagerie, ça donne des choses infaisables par les procédés classiques et qui aident les médecins, qui ne les remplacent pas. Alors, avec ça, on peut faire énormément de choses, évidemment. Donc, l'apprentissage, en particulier automatique, a permis, à partir de très grandes bases de données, de détecter les cancers de la peau avec les mélanomes avec un résultat supérieur à celui des humains, d'avoir dans les mammographies, qui sont un examen très fondamental et très fréquent, sur lesquels les radiologues, quand ils regardent une centaine de mammographies par jour, ils n'ont pas le même rendement le matin que le soir et tout ça. Et donc, pour ça, pour le screening de très très nombreuses radios, eh bien, on arrive à de très bons résultats. Pour le screening des cellules cancéreuses aussi. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de marketing aussi, c'est-à-dire que, évidemment, tout est génial, tout va être révolutionné. La vie n'est jamais tout à fait comme ça, il faut rester prudent, mais il se passe bien des choses, mais ça demande d'énormes images à noter au préalable par les radiologues. À l'heure actuelle, et c'est pas prêt de changer à mon avis, pour les mammographies, ça part de banques de données de 400 000 images. Alors, ceci dit, on les a, ces images, quelque part. Il y a des banques de données mondiales. Et il faut savoir qu'en France, on a la plus grande banque de données mondiale, à la CNAM. C'est la carte vitale, c'est ça? Ouais, c'est la carte vitale qui fait ça. Hein? C'est grâce à la carte vitale. Non, oui, grâce à la carte vitale. Mais enfin, c'est pas la carte vitale qui fait les radios. C'est aussi grâce à un énorme effort. On a une très grande base de données. Mais exploiter une base de données, c'est pas facile. Par exemple, on sait tous les médicaments qui sont prescrits en France, on le sait, mais on ne sait pas si les gens les prennent. Donc, c'est pas très facile de comprendre. Mais ça change quoi, ça change quoi concrètement qu'on ne sache pas si les gens prennent les médicaments? C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer l'efficacité du médicament en fonction de ces données-là? Ça veut dire qu'on a beaucoup d'inconnus. On sait bien que beaucoup de médicaments restent dans les armoires en France. Et on ne peut pas trop déduire. Alors quand c'est beaucoup plus contrôlé, parce qu'on ne peut pas contrôler, par exemple, que les gens prennent leurs médicaments régulièrement. Moi, j'ai un médicament régulier, ça m'arrive de l'oublier, je le sais en général, mais c'est pas toujours vrai. Mais est-ce que ça signifie, par exemple, que régulièrement, on annonce le règne de Google sur la santé, ils ont les plus grandes bases de données, ils ont les plus grosses machines, ils sont très bons en algorithme, et on dit le docteur Google va devenir le docteur universel. Donc vous dites, ça ne va pas arriver tout de suite, pour une raison très simple, c'est que les grandes bases de données, par principe, sont pleines de trous. Et puis Google n'est pas médecin, hein, quand même. Faut oublier ça. Il y a énormément de marketing, de prise de pouvoir pour avoir le rang numéro 1 et tout ça. Donc il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes quand même. Alors, il y a d'autres choses après, il y a la radiologie interventionnelle, on l'a vu avec Madame Gillard tout à l'heure. Alors, si on met la photo d'après, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Hyperpuissance de l'informatique, dans lequel je compare la photographie et la médecine, par exemple. Ça, c'est simplement une photo, vous voyez, c'est de la radiologie 3D en réalité virtuelle pour aller réparer une oreillette.
de défibrillation d'oreillette. Et ça, c'est simplement une photo prise avec un téléphone pendant une opération par un de mes amis, qui est cardiologue interventionnel à Saint-Denis, pas au cœur de Paris. C'est des opérations de tous les jours. C'est pas de la science-fiction. Voilà, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, on essaye de faire des diagnostics, mais il y a autre chose. Internet permet de faire des groupements de malades, par exemple dans le diabète, des groupements de malades qui échangent leur pratique de vie, de médecins qui échangent leur pratique médicale. Ça aussi, c'est très important. Ça ne concerne pas que les images, ça concerne aussi les hommes. Vous voulez dire sur les forums, c'est bien cela? Il y a des forums, mais il y a surtout des gens qui se parlent. Sur les forums, on ne se parle pas, s'échanger, se voir. Le regard humain, c'est un truc qu'on ne trouve pas tout à fait dans les forums, c'est complémentaire, mais l'informatique fait ce qu'elle peut pour aider les hommes, mais elle ne fait pas que ça. D'ailleurs, comme tout ce qui est puissant, elle ne fait pas que les aider. Mais alors, l'autre chose, c'est l'appareillage et la modélisation. Donc l'appareillage, tout à l'heure, on a dit les pacemakers sont merveilleux et tout. Quelqu'un a posé la question de la sécurité. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Les pacemakers des 4 fabricants ont été analysés l'été dernier, en 2017, et il a trouvé des milliers de trous de sécurité élémentaires dans chacun des pacemakers. C'est-à-dire qu'il est, à l'heure actuelle, assez facile pour qui le veut de prendre le pouvoir sur un pacemaker. Prendre le pouvoir, ça veut dire faire ce qu'on veut dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune contrainte pour les appareils médicaux qui ressemblent à ce qu'on a dans les avions ou ce qu'on a dans les trains. Ça n'existe pas parce que les médecins ne connaissent pas ce problème. Et ça, c'est quand même extrêmement embêtant. Ça veut dire que concrètement, on pourrait tuer quelqu'un ou le menacer? Bah, c'est pas évident de le faire, mais c'est techniquement possible. Il n'y a pas de raison que ce soit techniquement possible. Je vais essayer techniquement avoir des milliers de trous élémentaires. Il y a même des pacemakers où on connaît, où le mot de passe système, c'est exactement le même que celui quand on a acheté le pacemaker. Donc c'est admin. Bon, là c'est très simple. Vous loguez admin. Alors les fabricants qui sont pas toujours au courant de tout ça, il faut bien dire, parce ça n'a jamais été le problème prioritaire, ont répondu que oui, mais les matériaux, les machines pour parler au pacemaker, on les trouve que dans les hôpitaux et chez les cardiologues assermentés. Et la réponse qu'ils ont faite, c'est on a mis 10 minutes et les acheter sur eBay. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot de sérieux dans l'imagerie médicale, il y a du boulot de sérieux dans tous les appareils qu'on a. Les pompes à insuline, c'est la même chose. Ce sont des choses qui sont majeures pour la santé. Il n'y a pas de raison qu'on ne les traite pas comme des objets, comme on sait le faire pour d'autres domaines, comme les avions et les trains. C'est possible, mais pour l'instant, c'est pas fait parce que je discute avec beaucoup de médecins qui sont même pas au courant vraiment de l'existence du problème. Puis les constructeurs n'ont aucune raison de se bouger tant qu'on les force pas parce que c'est beaucoup plus cher de faire des systèmes qui sont bien protégés. La modélisation aussi, c'est vraiment important, puis je voudrais terminer là-dessus. La modélisation, c'est très important si on peut continuer jusqu'à avoir un cœur, parce que l'analyse de données ne fait que projeter le passé. La modélisation permet de mieux comprendre l'avenir. Si on envoie des satellites se poser sur des astéroïdes, eh ben c'est pas au pif, c'est parce qu'on a prévu leur trajectoire. Et ça, c'est pas avec de l'analyse de données qu'on le fait, c'est avec des modèles mathématiques. On peut faire ça aussi sur le cœur. Sur le cœur, il faut continuer jusqu'à avoir un cœur. Voilà, on peut faire ça sur le cœur. Ici, vous avez une tétralogie de Fallot, vous voyez, un ventricule mal foutu. Et la chirurgie partage avec l'informatique le fait que c'est coupé-collé. Mais le problème, c'est de savoir où couper. Et donc, il faut prévoir, et c'est ce que font ces modèles, ça c'est ancien, on va beaucoup plus loin maintenant, de pouvoir modéliser, comme on le fait pour les avions, le résultat d'une opération suivant qu'on coupe là ou là. C'est difficile, ça progresse, ça fait partie des choses qui vont faire rentrer plus d'informatique. Et l'avenir est probablement au couplage entre modèles et traitement de données, être analyse statistique, il n'y a pas que l'apprentissage. Le danger, c'est que tout le monde pense que tout est fini alors qu'on est en train de commencer. Donc on dit c'est une grande révolution. Il n'y a encore rien qui est en clinique de tout ça, ça va venir. Il ne faut pas vendre le bébé avant l'eau du bain, puis il faut rester un peu modeste et laisser les gens bosser. Et les médecins s'approprier la chose à leur allure, parce que ce sont d'abord des hommes. Merci infiniment pour tout ça. Moi j'ai une question un peu géopolitique. Je reviens sur Google. Aujourd'hui, on parle beaucoup des GAFA qui investissent, en particulier Google, énormément sur la médecine et sur la recherche et sur les données
en la matière. Est-ce que ce sont eux qui ont l'avantage ou est-ce que les Européens et les Français en particulier qui ont un réseau d'hôpitaux et d'hôpitaux universitaires denses avec beaucoup de chercheurs de très haute qualité, de très haut niveau, dont une partie sont intervenus ici à Futurapolis. Est-ce que nous, dans cette bataille-là, on a une chance ou est-ce que nos camarades californiens ont une vraie longueur d'avance? Il n'y a pas que les Californiens aux États-Unis. Ouais. Loin de là. Mais oui, on a tout à fait une chance pour plusieurs raisons. D'abord, pour faire ces choses-là bien, il faut faire beaucoup de maths. Et il est vrai qu'en France, on a encore, ça se dégrade très vite, mais on a encore un enseignement de maths qui permet d'avoir des maths très solides, et les Français sont extrêmement appréciés aux États-Unis pour ça. Malheureusement, beaucoup en maths financières aussi, je pense qu'il y a des trucs plus intéressants à faire. Donc, on a aussi un leadership très ancien en imagerie médicale. Par exemple, la plus grande conférence mondiale d'imagerie médicale a été créée en partie par des Français. Il y a des relations entre les IHU. Nicolas Ayache, qui est un des grands de l'imagerie médicale en France, était directeur scientifique de l'IHU de Strasbourg. Ce qui est quand même pas banal. Il est informaticien, il n'est pas un pet médecin, pas plus que moi. Hein. Pas moins que moi, ni plus, pareil. Donc, on voit qu'il y a ce couplage. Michel Essaguer, à Bordeaux, sur le cœur, travaille avec les mathématiciens, c'est un chirurgien du cœur, pour comprendre les fibrillations, ce que c'est, etc. Donc, on a un assez fort avantage. On a des très bons chercheurs, on a des très bons médecins. Ces chercheurs se font en ce moment acheter ou ils y vont parce que c'est intéressant, par les grands labos de Paris, Facebook, Huawei, Samsung, ce qui fait qu'on ne sait pas si on aura des profs pour enseigner aux élèves bientôt. Ça, c'est un vrai souci. Oui, on a tout ce qu'il faut pour réussir, mais en informatique, je vous rappelle qu'on a décidé à plusieurs reprises que ce n'était pas un sujet d'avenir. Nous n'avons aucune industrie en France dans les 100 premières mondiales. Ça doit être le seul domaine dans lequel on n'a aucune industrie dans les 100 premières mondiales. L'enseignement de l'informatique a été supprimé en 1997 dans les lycées. Il va être réintroduit maintenant. Quelqu'un qui arrive au bac a fait 0 secondes sur le sujet. Donc bon, après ça s'améliore à la fac et dans les grandes écoles. On a de quoi réussir, c'est sûr. Mais pour réussir, il faut 2 choses quand même. Il faut la volonté. Il faut garder les gens. Quand on voit la situation d'un chercheur en France ou ailleurs, il y a des fois on se demande si c'est possible de garder les gens, c'est pas clair. Et il faut dialoguer très bien avec les médecins. Ça commence à se faire très sérieusement. Les médecins s'intéressent de plus en plus à ces sujets, et tout en restant médecins. Et je pense qu'il y a suffisamment d'informaticiens qui comprennent que la science n'est pas la guérison, et que c'est un peu différent, et que la médecine est quelque chose de compliqué qu'il faut prendre avec modestie quand on n'est pas médecin en plus. Donc on comprend que l'avenir de la médecine française dépend aussi de notre capacité à garder les mathématiciens en France. Absolument. L'analyse de données, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à expliquer. C'est un peu comme la mécanique quantique, on n'arrive pas trop à l'expliquer au public parce que simplement c'est très compliqué. Il a essayé tout à l'heure, il n'a pas réussi. Hein. Et l'analyse de données, en plus, à l'heure actuelle, n'est pas explicable. Pardon, l'analyse de données par apprentissage, par exemple, ce qu'on fait pour les mammographies, ne sait pas expliquer pourquoi elle trouve ces résultats. On ne sait pas, c'est un des grands problèmes ouverts des mathématiques. Ça donne des résultats très impressionnants, mais on ne sait pas comment ça marche. Ce qui est assez intéressant, parce que je trouve ça assez rigolo de fabriquer des trucs impressionnants dont on va chercher comment ça marche pendant éventuellement très longtemps. Il y a un professeur au Collège de France, Stéphane Malat, dont c'est le sujet de chaire. Ceci dit, est-ce qu'on sait comment un médecin marche ? C'est pas clair non plus. Un médecin, il a un diagnostic et il va finir par dire « ouais, c'est plutôt que ça que ça ». Est-ce qu'on sait vraiment expliquer ? Puis des fois, il applique un protocole qui ne sait pas expliquer. Et puis c'est un protocole qu'on ne sait pas non plus expliquer, parce qu'on est en train de l'essayer, et un protocole, il faut l'essayer. Donc c'est pas simple, la médecine n'a jamais été mécanique. D'ailleurs, les systèmes experts de diagnostic avec les technologies d'avant n'ont jamais eu des résultats foudroyants. Parce que si la médecine, comme bien d'autres choses humaines, se mettait en équation, ça se saurait depuis longtemps. Merci. Merci beaucoup. On va passer à quelques questions du public. Est-ce que vous avez des... Voilà. Quelques questions, peut-être deux ou trois questions par rapport... Sur l'intelligence artificielle. Des craintes aussi, peut-être. Des craintes, des angoisses. Ou sur tout ce que vous venez de voir. Moi, oui, une question. Madame, le micro arrive tout de suite.
jusqu'à vous. Peut-être dans cet intervalle, j'avais envie de vous demander, professeur, quel impact, donc l'intelligence artificielle ou même plus globalement tout ce que vous nous avez présenté, est-ce que ça peut avoir un impact sur la relation médecin-patient? On parle beaucoup de la réhumanisation des pratiques. Quel regard vous portez là-dessus? Ça peut avoir un impact, d'abord de pouvoir analyser plus de choses. Bien sûr. Par exemple aussi d'analyser... alors on ne peut pas tout faire parce que les règlements sur la sécurité des données interdisent par exemple de faire des croisements trop fins. Si vous voulez comprendre l'influence des niveaux de pollution dans une zone d'une ville sur la santé, vous n'aurez pas tout à fait de facilité parce que vous n'avez pas forcément le droit d'accéder à l'endroit précis où vit quelqu'un dont on sait qu'il a une maladie. Donc ça, les règlements de protection des données peuvent empêcher certaines analyses. Oui, il faut... Et sur la relation humaine, quand on parle de la relation humaine, réhumaniser les pratiques, il y a quelque chose, tout ce débat. Il y a quelque chose qui peut être tout à fait dangereux et qui va demander de l'éducation dès maintenant, c'est que sur Internet, on trouve plein d'informations médicales, des justes, des fausses, de tout. Par exemple, les gens lisent le Vidal sur Internet. Alors, je ne sais pas si vous avez une connaissance du Vidal, mais ce n'est pas vraiment un truc qui est fait pour être lu par n'importe qui. Donc, ils arrivent chez les médecins avec la liste des effets secondaires en les ayant tous d'un coup, des fois. Ça marche pas bien, ça marche pas bien. Ensuite, avec les analyses génétiques, ou alors avec, par exemple, le scan qui va être fait pour $2, on va vous scanner votre radio pour savoir si vous avez un cancer du sein ou pas, les gens vont arriver avec des résultats commerciaux et automatiques chez leur médecin en leur disant « c'est ça que j'ai ». Et ça, le médecin ne sera pas forcément d'accord avec ça. Et donc, il y a une attitude patient-médecin à développer. Et je pense que pour ça, il y a deux conditions. Le premier, c'est que les médecins comprennent de quoi il s'agit, ce qui à l'heure actuelle n'est pas fait, et les médecins sont très occupés, donc c'est pas simple. Mais je reconnais beaucoup de médecins qui m'ont dit, par exemple, mais l'informatique c'est 0-1, c'est une logique binaire, pas la médecine. L'informatique n'a jamais été une logique binaire, 0-1 c'est pas de la logique, c'est la quantité minimale d'information. Donc il y a une ignorance, éventuellement mutuelle dans l'autre sens, il y a une ignorance qui, si elle se maintient, sera très dangereuse. C'est un peu pareil pour les patients. Madame, votre question. Voilà. Je voulais vous demander si vous pensez qu'un jour l'intelligence artificielle pourra dépasser l'intelligence humaine. Enfin. Il n'y a pas d'intelligence artificielle à l'heure actuelle. D'accord ? Est-ce que l'intelligence artificielle pourra dépasser l'intelligence humaine ? Peut-être un jour. Je ne pense pas très vite. Alors d'abord, si vous regardez la définition du mot intelligence dans les dictionnaires, faites l'exercice. Moi, la seule chose que j'en ai déduite en lisant pas mal, c'est que les auteurs n'étaient pas très fiers de leur définition. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est. L'intelligence humaine n'est pas très élevée. Par exemple, on pense que on dit que les machines sont plus intelligentes que les hommes. Ben oui, en certain sens, nous, on est incapable de faire une multiplication. Vous êtes encore capable de faire une division ? Une machine, ça fait une picoseconde, une division. Hein. Alors, est-ce que la machine est intelligente parce qu'elle sait faire des divisions ? Non. Ce que montrent les jeux de Go, d'avoir gagné au jeu de Go avec AlphaGo, qui est un truc tout à fait extraordinaire, c'est que notre intelligence n'est vraiment pas la bonne façon de jouer au Go. Aussi. D'accord ? Donc, je sais, on ne parle plus que de cette question-là en ce moment, mais quelque part, c'est un peu une non-question. Alors, j'ai même entendu des aberrations extraordinaires. J'ai lu un article de presse disant « Les Coréens sont plus forts que les Américains ». Parce que les Américains ont parié, ont écrit, pensent que l'ordinateur va dépasser l'homme en 2034, alors que Rayon dit que c'est en 2030. Bon, alors des prévisions à 20 ans d'avance, j'en ai plein mon armoire, je les collectionne, c'est super rigolo. Par exemple, le PDG de Microsoft, le jour de la sortie de l'iPhone, a sorti « Cet objet n'a aucun avenir industriel », ce qui montre que les prévisions, il faut quand même s'en méfier. Merci. Donc la question ne se pose pas, pour l'instant. Alors la question de savoir si l'intelligence artificielle, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle, je rappelle, il existe de l'apprentissage qui n'est pas de l'intelligence, autre chose. On appelle c'est le domaine qui a créé l'apprentissage s'appelle le domaine de l'intelligence artificielle. Ils cherchent ça. Mais il y a des gens qui font croire qu'ils y sont arrivés, alors que c'est juste pas vrai. La question existe. Mais il faudra essayer de comprendre d'abord ce que c'est que l'intelligence humaine, et peut-être ça nous aidera aussi. Mais vous savez, l'intelligence humaine n'est pas très bonne. Il n'y a pas grand-chose qui est très bon chez l'humain. Hein. Vous ne savez même pas soulever un machin de 200 kilos qu'une grue soulève sans problème. Donc ces problèmes ne sont pas nouveaux.
Mais moi, je suis assez tranquille sur le fait qu'ils ne sont pas encore bien posés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a d'autres envies sur l'intelligence. Ceci dit, ce qui se passe est très important, hein. Par exemple, la traduction des langues, j'ai fait traduire 20 pages de mon bouquin par DeepL, et la traduction obtenue, ce qui n'était pas du tout vrai il y a 3 ans, la traduction obtenue est un peu meilleure que ce que j'aurais fait moi-même. Alors que je pense que je sais écrire en anglais. Ben, ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'être... La machine, quand elle traduit, ne sait rien de la langue, ne comprend pas un mot du texte. Ça prouve juste quelque chose d'une observation intéressante, qui n'est pas liée à l'intelligence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent, ni de comprendre pour traduire. C'est une observation très intéressante. Et ça marche absolument remarquablement, pas sur les poésies, mais sur un bouquin comme le mien, c'est nickel. Est-ce que vous dites qu'une machine n'a pas besoin de comprendre? Elle comprend quand même, elle lit. Il n'y a pas d'analyse de sens, il n'y a pas d'analyse du sens dans la traduction à l'heure actuelle. Et quand une machine analyse un poumon ou un morceau de peau pour regarder s'il y a un cancer, il n'y a pas de compréhension non plus. Non, il n'y a pas de compréhension. La compréhension est venue des hommes qui ont dit dans cette image-là, là, il y a un cancer. C'est de là qu'elle est venue. C'est-à-dire que les machines ont ingéré un très grand nombre d'images à noter. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas faire autrement, hein, mais à l'heure actuelle, ce qui existe, c'est ça. Et je connais bien, par exemple, Therapixel, leader français du domaine de l'analyse des mammographies, et qui a gagné un concours mondial de 1400 entreprises et laboratoires sur le sujet. C'est des gens qui connaissent légèrement leur boulot. Ben, c'est des analyses d'images à noter, et pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le saura pas, mais prétendre qu'on sait faire autrement, c'est juste pas vrai, quoi. Bien, vous viendrez et l'avenir, je sais pas. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question, mais vous avez aussi tout à l'heure entendu le professeur Delfrécy, un comité d'éthique sur le numérique. Comment vous réagissez? Alors, avant de faire un comité d'éthique, il faut se donner les moyens de comprendre la chose et de donner le moyen au public de comprendre la chose. On ne peut pas faire un comité d'éthique sur un domaine auquel personne ne comprend rien. Or, nous avons choisi en France, jusqu'à maintenant, de ne rien comprendre. C'est-à-dire, si je demande à quelqu'un quelle est la différence entre un algorithme et un programme dans la salle, différence très fondamentale. Par exemple, nous avons publié les algorithmes de Parcoursup, dont parlait Noël Lenoir tout à l'heure. Tout le monde peut les lire. Nous avons aussi publié les programmes de Parcoursup. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Question absolument essentielle. Ce ne sont pas des algorithmes qui tournent dans la machine, ce sont des programmes. Question complètement inconnue du public. Donc, si on essaye de faire de l'éthique sur des sujets en n'essayant pas de comprendre de quoi il s'agit, on n'ira nulle part. Donc, oui, il faut faire les deux. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est être à la ramasse derrière les gens qui profitent de ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait pour l'instant. Juste quand même. Il faut comprendre. En ne comprenant pas, ben, maintenant, on va commencer à enseigner au lycée, on va voir. Avec des profs qui n'ont rien appris pour l'instant, ça ne va pas être simple, mais il faut démarrer. Donc on a choisi depuis extrêmement longtemps de ne pas comprendre. Ça cher, c'est très cher. D'ailleurs, les gens qui nous vendent des trucs sont ravis qu'on ne comprenne rien. Juste avant qu'on se sépare, et pour ma gouverne et pour la nôtre, et pour nous permettre à tous de crâner un petit peu ce soir avec nos familles et nos amis, c'est quoi la différence entre un algorithme et un programme? Et tous, ce soir, on va pouvoir faire les malins et poser la colle à tout le monde, et il va nous donner la réponse. Voilà, ben alors c'est une très bonne question. Et donc, je vais vous la dire. Vous savez faire une addition. Vous savez faire une addition dans vos têtes. Voilà, le problème, c'est que vos têtes, hein, elles sont assez intelligentes, elles ont appris des tas de tours de main, elles ont des abstractions à l'intérieur, vous avez une idée de ce que c'est qu'un nombre. Si vous mettez 43 plus 74, vous allez vous rappeler qu'on propage les retenues. Donc ça, c'est un algorithme, c'est un objet conceptuel qui s'écrit en mathématiques, qu'on apprend en cours de maths. C'est un algorithme. Mais une machine, c'est un objet totalement stupide. Une machine, c'est l'objet le plus stupide. Elle a un avantage, c'est qu'elle est universelle. Il n'y a pas deux sortes d'ordinateurs, il n'y en a qu'une. Il n'y a aucune différence entre un giga-ordinateur, votre téléphone, une tablette, votre machine à laver. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y en a une qui est plus rapide et plus chère, et puis l'autre qui est plus lente. Mais ils sont tous équivalents. Ils savent tous faire les mêmes choses. La seule chose qu'ils savent faire, c'est des trucs absolument stupides. Prendre une information, la mettre ailleurs. Une donnée, la mettre ailleurs. Additionner deux nombres, ça ils savent. On va vous expliquer comment après. Ça ils savent.
Ils savent faire que ça. Donc l'informatique, on a des idées algorithmes qui sont humaines, par exemple la propagation de la retenue. Il faut mettre ça à l'intérieur d'une machine qui, elle, ne fait que des instructions extraordinairement stupides sans jamais se tromper. Un logiciel ne tombe jamais en panne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logiciel? On a la grande invention de Turing, c'est de dire avant on faisait une machine pour chaque besoin. On a le moteur à essence, on a le moteur diesel, on a le moteur électrique, c'est pas pareil. Et un ordinateur, la même machine remplit tous les besoins. C'est unique, à condition de la programmer. Donc le programme, c'est un texte. Mais là, il faut être très précis. Il faut donner tous les micro-détails. Alors ça donne avec différents niveaux. Il y a des outils qui permettent de redescendre au niveau de la machine, le niveau très très bête. Et la machine a un avantage sur nous, elle a un inconvénient, c'est la bêtise la plus extrême. Et elle a un avantage, c'est la très grande rapidité et la très grande fiabilité. C'est-à-dire c'est exactement l'opposé de nous. J'enseignais l'informatique aux petits-enfants en leur disant on va essayer de faire les choses en étant aussi bête qu'un ordinateur. Qu'est-ce qu'ils me disaient? C'est trop difficile. D'accord? Voilà, donc le programme, c'est ce qui va finir par faire tourner les instructions stupides de la machine par centaines de millions, ce que nous ne pouvons pas faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut parler à une machine. Dans un algorithme, on parle à nous-mêmes, on parle entre nous. Et quand on fait un programme, on travaille sur la machine. Et par exemple, on va commencer des preuves mathématiques, en machine d'ailleurs, que les algorithmes de Parcoursup sont bien implémentés par les programmes de Parcoursup. L'addition dans un ordinateur, ça se fait avec des courants électriques. Et là, il faut rentrer dans tous les détails de comment les bits vont transiter. Puis c'est pas du tout la méthode que vous avez apprise parce qu'elle est parfaitement stupide. Elle est bonne pour les humains, mais ridiculement lente pour les machines. Donc on fait beaucoup mieux. Et la multiplication, c'est un cours d'1h30. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc ça marche pas du tout comme nous, une machine. La seule chose qui peut être intelligent, c'est l'intelligence que les hommes mettent dans les logiciels. Merci infiniment pour cette leçon. On va tous faire les malins ce soir. Merci Gérard Berry. Merci à vous. Merci infiniment. Et c'est d'ailleurs... C'est fini. Je précise, si vous voulez en savoir plus, je fais un cours cette année. Vous le trouverez sur le web. Si vous n'arrivez pas à le trouver sur le web, tant pis pour vous. C'est quand même assez dur de ne pas le trouver. Il s'appelle Où va l'informatique? Je vous le conseille. Ouais, l'écoute de François. Merci infiniment. Merci Gérard Berry. Quelques mots de conclusion, c'est déjà fini. Eh oui. Merci infiniment à tous. Un grand merci à Anne Jean Blanc qui a conçu l'essentiel de cette manifestation. Et on se retrouve l'année prochaine pour Futurapolis Santé 3. Merci beaucoup et passez une bonne soirée et un bon week-end.